Morning Business, le débrief de la matinale. J'ai pas allumé mon micro, donc on n'y va pas du tout. On y va maintenant avec Henri Buzicazo, avec Éric Delannoy, avec Emmanuel Lechy pour débriefer l'actualité de la matinale et cette guerre commerciale. Les États-Unis qui frappent fort, 100% de taxes sur les voitures électriques contre 25% aujourd'hui. Antoine Delard est avec nous depuis Washington. C'est clairement plus un acte politique que commercial. Oui, Joe Biden dit que ces mesures sont nécessaires pour protéger les industries américaines et les emplois. Il affirme aussi que c'est un juste retour des choses face à une Chine qui triche. Alors, les hausses tarifaires sont particulièrement spectaculaires sur les voitures électriques. Joe Biden les multiplie par 4. On passe de 25 à 100% de taxes. De quoi tuer toute forme de concurrence alors que les constructeurs américains se convertissent à l'électrique. C'est l'un des grands objectifs du président américain. Les tarifs douaniers sont aussi nettement revus à la hausse sur les batteries, l'acier, les semi-conducteurs ou encore les panneaux solaires. Alors il y a aussi une grosse part de calcul politique dans tout cela. À 6 mois des élections, Biden cherche à séduire l'électorat ouvrier, les travailleurs de l'auto du Michigan, les métallos de Pennsylvanie, des États clés que le président américain doit impérativement gagner pour rester à la Maison-Blanche. Donald Trump d'ailleurs a rapidement réagi. Il accuse Biden de le copier. C'est vrai que c'est l'ancien président qui avait commencé cette guerre commerciale à l'époque. Trump qui du coup surenchérit. Il dit que s'il gagne l'élection, il taxera les voitures chinoises à hauteur de 200%. Emmanuel Lechy, vous dites c'est pas vrai? Non, je dis c'est pas vrai au sens où c'est encore plus spectaculaire que ça. La continuité des présidents américains dans leur politique protectionniste, au-delà des étiquettes. C'est-à-dire que ça commence même avec Barack Obama. Il faut se rappeler que Barack Obama, il met des taxes sur les pneus qui sont fabriqués notamment en Chine. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est un cas d'école totalement intéressant par rapport aux impacts de ces mesures protectionnistes. C'est que on a vu quoi? On a vu que les pneus chinois étaient extrêmement pénalisés. Donc, le concurrent chinois à très bas prix sortait de facto du marché. Que ce qu'on a vu, c'est que du coup, les concurrents de fabricants de pneus chinois, ils se sont mis à augmenter leur prix. Et donc, le consommateur américain, finalement, c'est celui qui a payé. Donc, il a perdu du pouvoir d'achat et ça n'a pas créé d'emplois massivement aux États-Unis. Là, il y a quand même un enjeu stratégique important. Mais donc, vous voyez, Obama, Trump, Biden et peut-être re-Trump. Non, mais ça montre bien que, encore une fois, sur les aspects économiques, les différences de politique entre Trump et Biden, c'est beaucoup moins flagrant que sur d'autres sujets de société, mais il y a une forme de continuité. Oui. Éric Delannoy. Oui, il y a une forme de continuité et c'est vrai que l'Europe devrait s'en inspirer. Moi, je rappelle quand même que les déséquilibres qu'il y a dans le commerce européen avec la Chine, on exporte autant vers la Chine que vers la Suisse. Quand même intéressant de noter, alors qu'on a un déficit commercial de plus de 100 milliards d'euros par an. Ça veut dire que si on n'équilibre pas ces relations-là en mettant en place des menaces comme le font les États-Unis, parce que ce qui est intéressant dans ce qu'on est en train de voir là, c'est qu'effectivement, vous le notiez dans le reportage, c'est que c'est tout à fait politique. On parle d'une augmentation sur 18 milliards d'importations, alors que le volume d'importation, c'est 350 milliards. Donc c'est vraiment très symbolique. Mais c'est un symbole qui est cohérent avec la politique d'investissement. Ce que ne sait pas bien faire l'Europe, parce qu'en Europe, on a du mal à se mettre d'accord. La cohérence, elle est quoi? C'est une cohérence qui est je mets des barrières douanières et en même temps j'investis. Les Américains savent très bien faire ça. Mettre des barrières douanières et investir en même temps de manière à compenser par le marché interne ce qu'ils n'auront pas par le marché externe. Oui, mais vous voyez, quand Xi Jinping il est venu il y a 15 jours en France, la première chose qu'il nous a dit, c'est vous voulez la décarbonation, vous voulez pas de voitures chinoises, vous êtes totalement incohérent. Non, mais ils sont gentils de parler d'incohérence. En fait, ce qu'est en train de faire la Chine avec le reste du monde, c'est d'exporter ses problèmes. C'est ça. Enfin, aujourd'hui, la Chine a des gros problèmes de marché intérieur, des gros problèmes démographiques. Ils ont des surcapacités incroyables et donc sont capables de produire à perte parce que de toute façon, le gouvernement chinois est là pour subventionner. Ce qui n'est pas du tout le cas dans les économies occidentales. Mais sauf que Eric, la logique, elle mérite quand même d'être explorée et il a raison de nous mettre en face de nos contradictions. C'est-à-dire que vous qui souhaitez tellement l'engagement dans la décarbonation, etc., si on pousse la logique jusqu'au bout, inondons tous les automobilistes du monde entier de voitures chinoises électriques bon marché, et comme ça vous serez débarrassé des émissions de CO2 des voitures à carburant fossile. Moi je préférerais qu'on fasse comme ont fait les États-Unis, c'est mettre en place des investissements massifs
pour les énergies vertes. C'est-à-dire qu'en gros, encore une fois, être cohérent, on ne veut pas des voitures chinoises, mais on veut la décarbonisation. Et le gap entre les deux, c'est de l'investissement. Il n'y a pas autre chose. Et cet investissement, on a du mal à le faire. 250 milliards d'euros pour toute l'Europe, qui est un marché supérieur au marché américain, qui a mis en place plus de 500 milliards sur le sujet, c'est juste ridicule. Henri Buzicazo. Deux choses. On a un problème d'équipement, je le redis, en bornes électriques dans nos immeubles. Ça, c'est un frein au développement du véhicule électrique. Sachant qu'on charge surtout chez soi. Oui, et c'est dans les copropriétés que ce retard est le plus fort, mais aussi dans des sièges d'entreprise. Et puis, deuxièmement, il y a un problème de prix des véhicules électriques. Aujourd'hui, le marché en France, par exemple, de véhicules électriques neufs ou de seconde main est en panne. Bon, et il y a un problème de niveau de prix. Pourquoi les Chinois peuvent-ils gagner avec du dumping? Parce qu'effectivement, il y a une question de solvabilité des ménages par rapport aux voitures électriques. Il faut le rappeler aussi. Mais dans ces cas-là, accueillons les voitures chinoises, puisque... Je dis que la raison pour laquelle il peut y avoir une pénétration aisée de ce marché avec la baisse des prix, c'est qu'effectivement, il y a un niveau de prix pour la solvabilité des ménages français, par exemple, et ça, il faut quand même s'en soucier. Demandez aux concessionnaires aujourd'hui qui vendent des voitures électriques européennes ce qui se passe, ça se passe mal. Donc voilà, c'est... Après, il faut bien constater qu'on est quand même dans une tendance global à un regain de protectionnisme qui est frappant. Oui. Si vous regardez mais ça profite à qui? Ça profite à personne en fait. Ça profite. Alors. Le consommateur, il perd, l'industrie n'a plus de concurrence. Le consommateur, il est globalement perdant. Le problème, c'est qu'il y a aujourd'hui tout un tas d'externalités, entre guillemets, c'est-à-dire il y a tout un tas de conséquences à l'achat de produits importés qui aujourd'hui sont davantage prises en compte que ce que c'était le cas auparavant. Si on s'en tient à la seule question du pouvoir d'achat, oui, bien sûr, c'est très clair. Oui. Acheter des produits fabriqués à l'étranger, si on maintient aujourd'hui, si vous vouliez consommer français ou au bas mot européen, chaque ménage, on sait très bien, c'est entre 150 et 300 euros. Mais enlever la concurrence chinoise, ça n'aide pas l'industrie à faire baisser les coûts. Sauf si, à faire baisser les coûts, non. D'abord, enfin, ça aide à augmenter les coûts externes, donc c'est quand même plutôt intéressant. Mais c'est pour ça que l'investissement et les tailles critiques d'investissement sont très importants. Vous dites, ça profite à qui? Enfin, on est toujours sur l'arbitrage entre intérêt personnel, le consommateur veut moins cher, et l'intérêt collectif qui est souveraineté. Enfin, à un moment, quand on est dans la pandémie, on veut la souveraineté, parce qu'on se rend compte qu'on n'a pas de masque, qu'on manque de médicaments, et quand tout va bien, finalement, on veut le prix. On ne peut pas avoir les deux. Ouais, mais là, Eric, ça, c'est parce que vous n'êtes pas candidat à la présidentielle. Il y a un truc qu'il faut bien différencier. C'est vouloir du pas cher et juste vouloir quelque chose d'accessible. C'est ce que dit Henri. C'est-à-dire qu'il y a un moment où la voiture électrique, c'est pas qu'on veut une voiture électrique pas chère, c'est qu'on veut juste une voiture électrique accessible, dont le prix soit raisonnable. Voilà. Et ça, effectivement, il y a un véritable sujet. Eh bien, écoutez, on n'a pas fini d'en discuter. Autre sujet pour nous ce matin, l'immobilier. On n'a pas de bonnes nouvelles. Il n'y a aucun sujet pour dire que ça s'arrange. On va parler du marché et du marché du neuf dans un instant. Mais avant, Marie-Cœur de Roy nous raconte à quel point sur MaPrimeRénov', il ne faut quand même pas rater un épisode. C'est-à-dire qu'avant, c'était fini pour les monogestes. Il fallait faire plusieurs gestes pour pouvoir... fallait tout faire, quoi, refaire votre appartement, votre maison. Et bien, rénovation globale. Et bien maintenant, on revient au monogestes. Écoutez. Après avoir dissuadé les plus frileux, le gouvernement pourra-t-il relancer la rénovation ? Au premier trimestre, le nombre de logements rénovés grâce à MaPrimeRénov' a presque été divisé par 2 sur un an, selon l'ANA, l'organisme qui distribue cette aide. Les artisans de la Fédération française du bâtiment et de la CAPEB avaient alerté l'État dès les premières semaines du recentrage du dispositif. Ils ont donc fini par être entendus. L'isolation des logements sans autres travaux sera dès cette semaine de nouveau subventionnée. Et pour certains, ça peut tout changer. La plateforme HelloWatt prend l'exemple d'un propriétaire d'une maison de 100 mètres carrés qui veut isoler ses murs par l'extérieur. Des travaux estimés à 17 500 €. Les seuls certificats d'économie d'énergie permettaient de réduire de seulement 1 000 € la facture. Avec le retour de MaPrimeRénov', le coût des travaux sera quasiment divisé par 2. Pour autant, les observateurs du secteur ne croient pas forcément à une reprise massive de la rénovation. Les règles changent trop souvent au gré des erreurs, mais aussi des ajustements budgétaires. Henri Buzicazo, pour que ça marche, pour qu'on fasse en sorte qu'on rénove quand même ces logements, parce que c'est quand même le sujet, comment il faudrait construire cette prime rénov'?
Bon, déjà, le gouvernement rétropédale, certes, mais enfin, je trouve, fait prévaloir le principe de réalité. Est-ce qu'aujourd'hui, les ménages peuvent faire de la rénovation globale, c'est-à-dire dépenser 2 fois ou 3 fois plus que s'ils ne font qu'un geste qui déjà est efficace? La réponse est non. Bon, et ça s'est imposé. D'ailleurs, Marie Corde-Roy est pas en chômage technique, parce que cette règle du jeu, elle vaut jusqu'au 31 décembre du monogeste. C'est censé changer de nouveau au 1er janvier 2025. Ah oui. Autant vous dire que toute la filière et les ménages espèrent que ça ne rechangera pas. On va arrêter de bouger les règles du jeu. Ça, c'est la deuxième chose. Les ménages n'y comprennent rien. Les professionnels, vous savez, il y a une cour d'apprentissage. Demandez à un artisan du bâtiment où on en est exactement, très précisément, plus précisément que ce qu'on peut dire ici, hein, quels travaux sont inéligibles. Il ne le sait pas. Il faut 3 mois, 4 mois pour qu'il apprenne, le temps que ça se termine. Donc, prolongeons cette règle du jeu du monogeste jusqu'à la fin 2025. Je change mes fenêtres, c'est voilà. Déjà pas mal, j'ai une prime. Et même mettre du bon sens, c'est-à-dire permettre qu'on puisse isoler sans changer le mode de chauffage. Et derrière, l'enjeu, c'est évidemment une rénovation globale. Il ne faut pas y renoncer. Mais il ne faut pas obliger à cette rénovation. Il faut compter sur le bon sens et puis être astucieux. Une prime qui viendrait à la fin des travaux, et notamment si on a fait 2, 3, 4 gestes qui consacrent une rénovation globale de votre logement, si c'est une maison individuelle, de l'immeuble dans son entièreté, si c'est une copropriété, eh bien vous avez, à la fin de cet effort financier, vous avez une prime après le premier geste, une prime majorée après le deuxième. On peut imaginer un séquencement, quelque chose qui donne envie. Et puis derrière tout ça, il y a un sujet qui n'est pas immobilier, c'est qu'effectivement on parle de l'ordre de 20 000 euros hein, par logement, par ménage. C'est beaucoup d'argent. La situation économique, elle est sévère aujourd'hui. Il y a une inquiétude géopolitique. Ça, c'est extra immobilier, mais c'est aussi une raison. En tout cas, on est très loin du compte. Il faut voir qu'au premier trimestre, on a fait, l'ANA, hein, l'agence qui distribue MaPrimeRénov', a fait moins de 6 000 dossiers. Oui. Premier trimestre, l'enjeu c'est 140 000 dossiers à l'année. Alors si vous arrivez à faire une multiplication par 4, je m'y suis livré avant de venir vous retrouver, on est très loin du compte. Il faut espérer qu'il va y avoir un coup de booster à partir d'aujourd'hui grâce à ce monogeste, mais il faudrait vraiment un gros coup de booster. On est très loin des 140 000. Vous dites à partir d'aujourd'hui, mais la règle d'avant tient jusqu'au 31 décembre, donc déjà... Non, la règle qui vaut à partir d'aujourd'hui, le monogeste, 31 décembre 2024. Ah oui. Et après, c'est censé rechanger. C'est du provisoire, il ne faut pas que ça le soit. Donc il faudrait qu'on multiplie par 10 le rythme aujourd'hui. Les entrepreneurs en bâtiment comptent là-dessus, puisque l'effondrement de la construction les pénalise très lourdement. Leur chiffre d'affaires, c'est 60% sur la rénovation. Si ces 60% ne sont pas au rendez-vous de l'histoire, il faut s'attendre à 300 000 licenciements dans les 24 mois dans la filière du bâtiment. Voilà. Emmanuel. Bon, déjà, vous pouvez prendre n'importe quelle mesure. Quand les règles changent, c'est forcément une mauvaise mesure. Oui. Et c'est une mesure... Oui. Qui n'aura jamais de... Le principe de réalité, ça marche pas, on rechange. Qui n'aura jamais d'impact. Non mais attendez, on peut quand même envisager qu'on puisse réfléchir un peu avant de mettre en service des dispositifs, ou alors, je sais pas, on les expérimente sur une petite échelle, etc. Et on met en place, encore une fois, comment voulez-vous qu'on s'en sorte? Il y a cette espèce d'agitation permanente fait que vous n'avez aucune visibilité, personne ne comprend rien, vous perdez la confiance dans les dispositifs, parce que ce que dit Henri, moi je veux bien, mais qui va aujourd'hui, compte tenu de la perte de confiance dans la parole publique, s'engager sur des travaux quand on lui promet de lui verser une prime, mais à la fin des travaux? Vous voyez, donc c'est extrêmement compliqué, et encore une fois, on continue avec les mêmes méthodes qui ne fonctionnent pas, et je ne vois pas, encore une fois, les progrès qu'on fait là-dedans, dans ce qui serait la nécessaire transition environnementale. Éric, et après on parle du congé parental. L'ennemi de la politique publique, c'est l'urgence. C'est-à-dire qu'en gros, à vouloir légiférer en urgence sur tous les domaines, on fait n'importe quoi, alors qu'effectivement, il faudrait prendre le temps, la concertation, le temps de l'expérimentation, le temps de la généralisation. Oui, mais ça existe. Ça, c'est le monde de oui, Éric. Peut-être, mais à force, ça fait 40 ans qu'on en parle. À un moment, si ça n'explose pas, il va falloir que ça change quand même. Hein. Donc l'urgence, c'est un vrai problème. Donc moi, je salue le fait qu'il y ait un principe de réalité. Oui. Le vrai problème quand même, et d'ailleurs, on peut calquer ce problème-là entre l'entreprise et les ménages, c'est quoi la motivation d'un propriétaire à faire ces gestes? Les économies qu'il va faire,
il ne les retrouvera jamais en fait. On économise sur l'isolation, en baisse de chauffage, ça sera des économies. Sauf qu'Éric, le jour où on veut revendre son bien, si tu as un bien qui a une passoire thermique... Sauf que... mais on récupère pas forcément tout. Mais c'est pas... Oui, tu peux pas vendre. 70% Si tu perds 20% de la valeur à la mais vente... sauf que la revente, elle est dans une perspective tellement lointaine que c'est pas ça qui motive. La motivation aujourd'hui n'y est pas, au même titre d'ailleurs que la motivation dans les entreprises, elle n'y est pas, parce que ce sont des investissements à ROI négatif. Qui veut faire des investissements à ROI négatif ? C'est compliqué quand même. Donc il faut trouver une motivation pour le faire, il faut simplifier les dispositifs, et puis faire en sorte qu'on ait un reste à charge. Moi j'ai regardé le barème de la prime REM, rien que le barème pour obtenir les indemnités dans la prime REM, mais c'est un cauchemar en fait. Enfin, faut connaître sa feuille d'impôt dans le détail en fait. Donc voilà. Et on va parler du congé parental. Peut-être que ça va vous donner un peu de baume au cœur. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée ? En tout cas, il inquiète les syndicats. Il y a une réunion de concertation qui est prévue aujourd'hui. Les détails avaient été dévoilés par Emmanuel Macron dans le magazine Elle la semaine dernière. Il est venu confirmer leurs craintes. Les explications de Caroline Morisseau. Le nouveau congé parental sera mieux rémunéré. Les parents toucheront 50% de leur salaire dans la limite de 1 900 € par mois contre seulement 448 € dans le dispositif actuel. Mais il sera aussi beaucoup plus court, 3 mois pour chaque parent qui devront impérativement être pris avant les 1 an de l'enfant. Problème, au-delà, les parents qui n'ont pas de solution ne seront plus indemnisés car l'actuel dispositif qui pouvait durer jusqu'à 3 ans disparaîtra. De quoi inquiéter l'ensemble des syndicats qui tous dénoncent une mesure dangereuse. Pour beaucoup de parents, l'actuel congé parental est une bouée de sauvetage indispensable, souligne l'une des responsables de la CFTC. Cela risque de contraindre certains à arrêter de travailler, particulièrement les femmes et les plus précaires, dénonce l'une des responsables de la CFDT. Enfin, tous soulignent qu'on est très loin de ce qui avait été évoqué jusqu'ici. Un rapport parlementaire remis en novembre dernier préconisait non pas 6 mois, mais 1 an à partager entre chaque parent et rémunérer non pas 50%, mais 67% du salaire. Surtout, à aucun moment, disent les syndicats, il n'avait été question d'enterrer l'actuel congé parental. Alors, cette évolution du congé parental, Emmanuel Le Chypre, vous êtes pour ou vous êtes contre ? Plutôt pour, parce que contrairement à ce que disent les associations de famille, c'est pas une bouée de sauvetage. Le congé parental, c'est un luxe. C'est un luxe, en fait, que peuvent se permettre des familles dans lesquelles... 448 €. Oui, c'est ça, 448 €. Et donc, c'est possible dans quelle famille ? Dans les familles où vous avez un des deux conjoints qui gagne suffisamment bien sa vie pour pouvoir accepter ce sacrifice que fait l'ensemble de la famille pour le congé parental. Donc, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que le congé de 1, 2, 3 ans, ça éloignait quand même du marché du travail, généralement les femmes, puisque je crois qu'il y a 15% des femmes qui prenaient le congé parental, 1% des hommes seulement. Donc, ça éloignait ces femmes du marché du travail et beaucoup n'y revenaient en fait jamais. Ça compliquait quand même la vie des entreprises parce que quand vous avez des salariés qui sont censés être dans vos effectifs pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, que vous les avez pas, c'est quand même embêtant. Et puis donc là en fait avec ce congé plus court et mieux rémunéré, je pense qu'on permet à plus de familles de pouvoir profiter du dispositif, que ça éloigne moins du marché du travail, donc que ça rend le passage travail congé plus fluide. Et puis je crois que ça a été tenté dans quelques pays d'aller vers cette tendance, et je crois que ça a produit des résultats qui étaient plutôt positifs, notamment en termes de natalité. Éric Henry, vous avez 45 secondes chacun. Simplement, ça va effectivement dans le bon sens. Simplement, il faut remettre ça dans un contexte global d'accessibilité à la garde d'enfants. Aujourd'hui, quand vous prenez la Suède, qui est un de ces fameux pays où, en gros, le congé parental est extrêmement favorable, 80% du salaire pendant au moins 1 an, je crois, c'est un système où on n'a pas accès à la crèche avant la première année. Donc, forcément, c'est une alternative crédible. En France, il y a un système de crèche qui est en crise, certes, mais un système de crèche qui fait qu'il ne faut pas multiplier tous les dispositifs. Donc moi je suis favorable à ça. On peut toujours penser que ce n'est pas suffisant, mais en tout cas on est largement au-delà des minima sociaux. Il faut une conversion culturelle des entreprises aussi. Quelles sont celles qui vont accepter des congés parentaux longs de la part des hommes ? J'attends de voir. Là c'est 3 mois. Oui, 3 mois. Vous pensez que les entreprises ne peuvent pas s'organiser pour 3 mois ? Bien sûr qu'elles peuvent le faire, mais culturellement, il y a un regard aujourd'hui, moi je vous parle de ma filière, qui n'est pas une petite filière, logement immobilier, avec beaucoup d'hommes. Et bien aujourd'hui, qu'un cadre, par exemple, dise, moi pendant 3 mois, je ne serai pas là, je m'occupe de mon enfant, il peut le dire pendant 1 semaine, pendant 15 jours. Mais vous pensez qu'on en est encore là ? Je ne le pense pas, j'en suis convaincu. Et donc c'est une mutation culturelle. Derrière les dispositifs publics, j'approuve. Je partage l'avis de mes 2 camarades. Oui, si les entreprises n'ont pas un regard favorable et s'il y a une pénalisation en termes de parcours, de carrière, etc.,
Voilà, donc ça c'est beaucoup plus profond. C'est pas l'État qui peut le faire. C'est voilà une acculturation. Moi, je pense que le secteur du bâtiment peut le faire. Je le soutiens dans cette démarche. Merci à tous les trois.